Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Jean-Christophe Tortora, pour ces paroles et ce partenariat, ce compagnonnage maintenant depuis de longues années avec la Tribune qui a fait ce choix de la proximité, de la territorialisation. Et d'ailleurs, c'était un choix audacieux que de faire cela à une époque qui n'était pas encore totalement ouverte à l'idée que les pouvoirs locaux étaient des vrais pouvoirs pour agir, et notamment sur ces transformations du monde. Je veux remercier bien sûr Carlos Moreno d'être là, de nous inspirer, de continuer à nous inspirer et en tant que scientifique à échanger, partager à la fois sur les données de ces grands bouleversements que nous connaissons, mais aussi sur les pratiques sociales, les pratiques politiques partout sur la planète qui nous ont conduits ensemble à porter cette idée de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire de cette hyper-proximité qui aujourd'hui apparaît aussi comme une façon d'agir efficace parce qu'avec les citoyennes et les citoyens, notamment bien sûr sur la question du climat qui n'est jamais loin, j'y reviendrai, de la question sociale ou de la question démocratique. Et puis je veux remercier Jean Jouzel, Jean qui, avec d'autres scientifiques, mais lui non des moindres, nous alerte depuis des années. Et je veux le dire ici parce que c'est aussi un des enseignements de la COP 26 à Glasgow. Tous les scientifiques l'ont dit, ce qu'ils nous disent depuis des années se réalise. Donc arrêtons de mettre en doute ou arrêtons de nous dire peut-être que ça ne se réalisera pas. Ce qu'ils nous disent se réalise. Et d'ailleurs, ce qu'ils nous disent aujourd'hui sur les perspectives 2050 devrait nous conduire, nous, notamment les politiques, mais aussi les acteurs économiques et les citoyens, bien sûr, à agir de façon beaucoup plus déterminée et beaucoup plus rapide. Mais je veux remercier Jean Jouzel et avec lui toute la communauté des scientifiques sans lesquels nous ne serions pas là en train d'essayer aussi de poser des actes. Et puis merci à mes collègues maires, beaucoup vont nous rejoindre, mais Grégory Doucet, qui est le maire de cette ville de Lyon, qui me tient à cœur puisque j'y ai grandi et je continue à y avoir beaucoup d'attaches. Merci aussi à tous les chefs d'entreprise citoyens et toutes celles et ceux qui sont engagés sur cette question du zéro carbone. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment qu'aujourd'hui, la question n'est plus pourquoi faut-il engager des politiques économiques, sociales, industrielles, nouvelles sur la question de la crise écologique. La question est comment faire. Il reste encore quelques climato-sceptiques, il reste encore quelques personnes qui se disent « continuons à faire fructifier les profits d'une économie carbonée, profitons-en encore un peu, donc allongeons un peu le délai, Madame et Monsieur le Bourreau, parce que certains, je le dis ici très clairement et nous en avons tous conscience, certains voudraient que rien ne change parce qu'évidemment la situation actuelle leur convient puisque c'est cette situation-là qui leur permet d'être dans des positions dominantes, dans des positions de pouvoir économique ou même de pouvoir politique. Donc ça existe, c'est toujours là et nous avons à construire, nous, les acteurs positifs qui avons compris, qui sommes lucides sur les enjeux de cette crise climatique et en quoi elle va et elle bouleverse déjà nos vies, nous devons construire un chemin qui n'est pas simple, et nous en savons quelque chose ici, qui n'est pas simple parce que ce chemin est difficilement consensuel. Or, il doit l'être. Et moi, ce que je nous demande ici, dans cet hôtel de ville de Paris, aux élus, aux responsables politiques, aux médias et aux acteurs économiques, tout comme aux citoyens, c'est de nous aider à construire un consensus sur le comment, sur le chemin pour accélérer cette transformation de nos économies, cette transformation de nos modes de vie vers ce zéro carbone. Nous devons construire ce consensus parce que si il y a des frictions, si il y a des oppositions, c'est autant de temps perdu. Je le dis ici dans une ville qui, dès 2014, a choisi, et j'ai choisi avec toute mon équipe,
d'engager le combat sur la question, par exemple, de la pollution de l'air. Parce que c'est le sujet, d'ailleurs, des rapports qui sortent aujourd'hui, nous disent que c'est le sujet majeur en Europe. J'ai engagé ce combat sur la pollution de l'air, et dans quoi nous sommes-nous retrouvés dès 2014 ? Eh bien, dans un affrontement sans précédent. Un affrontement sans précédent où il y avait encore à l'époque un lobby du diesel qu'on a réussi vraiment à affaiblir, et tant mieux, puisqu'il a changé son orientation, et tant mieux. Mais on s'est confronté à un lobby du diesel qui essayait de nous expliquer que les filtres à particules, c'était l'alpha et l'oméga de leur révolution industrielle et en lien avec cette question de la pollution. Et on s'est retrouvé aussi confronté à un combat politique dans lequel, en opportunité, plein de gens se sont greffés alors qu'ils n'avaient quoi ? Un intérêt à agir là-dedans. Le même intérêt à agir qui fait qu'aujourd'hui, la région Île-de-France, alors que nous voulons mettre en place une voie dédiée au covoiturage, aux taxis, aux bus, fait une consultation avec une question de base qui est quand même, à l'époque des fake news, dénonçons-la, d'ailleurs je la dénonce devant la justice, qui nous fait une consultation sur le thème « Êtes-vous d'accord pour supprimer une voie de circulation sur le périph' parisien ?» Vous croyez vraiment qu'on va y arriver comme ça ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité des politiques, à la responsabilité des chefs d'entreprise, à la responsabilité du monde économique et des citoyens pour comprendre que dans ce qui nous attend, nous ne pouvons pas y mettre des éléments de frein ou des éléments qui font qu'on va encore retarder le mouvement. Parce que c'est une course contre la montre. Et moi, ce que j'ai vu à la COP de Glasgow, notamment dans le travail des scientifiques, dans les présentations qui nous sont faites, c'est qu'il y a une accélération de ce changement climatique, que la question qui est posée aujourd'hui à horizon 2050, c'est quand même une fonte accélérée des glaces, notamment sur le pôle Nord, et donc un changement, un bouleversement majeur à la fois de tout le climat et de tous les courants climatiseurs sur le globe, et Jean Jouzel en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi une montée des eaux qui fait qu'un certain nombre de pays, et pas des moindres, je pense à des pays d'Asie, mais bien ailleurs aussi, sont menacés dans leur existence parce qu'ils vont être submergés, et que ça, c'est une réalité que nous aurons en 2050 et qu'il vaut mieux anticiper, comme toujours. Nous, les humains, si nous n'anticipons pas, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est le chaos. Et qu'est-ce qui sort du chaos ? Rien. Des conflits, des guerres, de la misère et des ruptures, des effondrements dont on met des siècles peut-être à se relever. Donc, nous ne pouvons pas aller sur ce chemin-là. Donc, je crois profondément qu'il nous faut construire des consensus et que ces consensus sont possibles. Ils sont possibles parce que les scientifiques nous éclairent et qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de construire un consensus sur une économie décarbonée. Alors bien sûr, pour qu'il y ait du consensus, qu'est-ce qu'il faut ? De la vérité, pas de la manipulation, de la vérité. Donc ça veut dire politique, médias, scientifiques et surtout aussi responsables économiques. Nous devons être au rendez-vous de cette vérité, ne pas nous raconter d'histoire et ne pas raconter d'histoire à nos concitoyens, ne pas manipuler les réalités. Nous devons bien sûr à partir de là nous dire que ce changement profond, ce changement d'économie a des conséquences très importantes sociales et que c'est ça aujourd'hui l'enjeu numéro 1. Il n'y aura de transition écologique sur la base du changement climatique que si nous arrivons à créer un consensus social sur les mesures d'accompagnement de cette économie qui sort du carboné pour aller vers les énergies renouvelables et vers d'autres formes, y compris l'économie sociale et solidaire. Nous devons créer des outils pour accompagner les travailleurs qui sont aujourd'hui concernés
par la fin d'activité ou la transformation de leurs activités. Les secteurs sont connus, l'automobile, l'aéronautique, évidemment l'agriculture aussi, les agriculteurs, évidemment nous intéresser à tout ce qui a trait aujourd'hui aux énergies fossiles et aux travailleurs qui sont occupés aujourd'hui dans ces énergies fossiles, et donc mettre en place des plans d'accompagnement par de la formation. Et nous devons évidemment aussi accompagner l'émergence de ces secteurs nouveaux qui sont liés notamment aux énergies renouvelables. Nous devons accompagner l'émergence aussi de secteurs pour lesquels nous devons réindustrialiser. Je pense notamment à tout le secteur de la santé. Nous avons vu notre dépendance vis-à-vis de marchés comme la Chine ou l'Inde en ce qui concerne la dépendance aux matières premières permettant de fabriquer les médicaments et même à la fabrication des médicaments. Donc il y a de la réindustrialisation à faire, qui est une réindustrialisation qui doit permettre aussi d'employer et d'offrir un avenir professionnel à des travailleurs et à des salariés ou à des travailleurs et des travailleuses, bien sûr. Nous devons programmer cela d'une façon très précise, très méthodique, si nous voulons y arriver. Mais nous sommes en capacité de le faire. Nous sommes en capacité de le faire ici en France, si on ne tourne pas le dos à la question climatique et à cette recherche de consensus, si on arrête d'opposer fin du monde et fin du mois, si on laisse pourrir les conflits qui sont justement sur cette thématique de fin du monde et fin du mois, parce que finalement, la fin du mois, sur qui elle pèse essentiellement sur les classes moyennes et sur les catégories populaires. Eh bien, c'est ce consensus-là que nous devons créer aujourd'hui, et il est possible, il est d'autant plus possible qu'à l'échelle européenne aujourd'hui, il y a place pour créer ce consensus. Il y a beaucoup de pays sociodémocrates qui, aujourd'hui, sont en train de porter des politiques équilibrées entre cette question du changement climatique, qui est l'alpha et l'oméga, notre boussole, mais aussi la question économique et la question sociale. Et tout cela, aujourd'hui, crée une opportunité, si on sait la saisir et si on sait sortir des petits calculs et des grandes manipulations. Et c'est le travail que nous devons faire. Penser en grand, oui, il faut penser en grand cette transition. Et penser en grand avec tout le monde. Pas ceux qui s'en sortiront, et les autres feront comme ils peuvent. Non. Et nous savons que nous avons devant nous des questions relatives aux réfugiés climatiques, des questions relatives à l'augmentation de la pauvreté et des inégalités, si nous ne posons pas ce sujet comme un sujet sur lequel nous devons créer ce consensus. Alors c'est ce que nous faisons tous les jours, nous les maires, voilà, partout. Et c'est vrai, Jean-Christophe a eu raison de le dire, de tous bords politiques. À l'échelle locale, on arrive à le faire. Parce qu'on est à hauteur de regard, à hauteur d'hommes et de femmes, on est à une échelle où nous savons pertinemment que si le chemin n'est pas partagé, n'est pas démocratiquement discuté et décidé, ça ne marche pas, parce qu'il y a trop de freins. Donc nous savons cela, et donc la question, c'est bien sûr de faire en sorte que de cette échelle locale à cette échelle nationale, eh bien, on comprenne que c'est la même chose qu'il faut faire. Et je le dis souvent, il faudrait que nos dirigeants nationaux pensent comme des maires. Voilà, ça irait beaucoup mieux dans le pays. Il faut penser comme des maires. Et il faut partir de cette base-là. Parce que c'est cette base de responsabilité, de proximité, qui fait qu'on n'oublie pas d'où on vient et pour qui on travaille. Et si parfois on l'oubliait, eh bien, il y a un rapport tellement direct avec les citoyens qu'ils vous le rappellent. Et je crois que c'est ce que nous avons à faire. Et je me réjouis que ce forum zéro carbone se tienne ici à Paris. Je me réjouis que nous puissions nous retrouver sur ces questions-là. Vous le savez, les maires, nous sommes extrêmement engagés en France et à l'étranger, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale, que ce soit les maires du C40, aujourd'hui présidés par le maire de Londres, ou l'Association internationale des maires francophones que je préside encore.
et qui nous permet aussi d'engager cette transition, ce zéro carbone et cette discussion avec nos collègues des 5 continents, mais notamment du continent africain. Et d'ailleurs, je vous annonce que nous avons décidé, avec l'Association internationale des maires francophones, que la prochaine Assemblée générale qui se déroulera à Ouagadougou en 2022 soit une assemblée consacrée bien sûr à ces questions-là, et que cette assemblée de l'Association internationale des maires francophones devienne la COP des maires qui se déroulera donc en Afrique, et pour expliquer aux États que peut-être si les maires avaient le droit de participer à la négociation, ce que d'ailleurs souhaiteraient des grandes organisations internationales comme l'ONU ou comme l'OCDE, eh bien si les maires avaient droit de parole et droit de citer dans ces négociations internationales, peut-être que les choses avanceraient beaucoup plus vite. Donc, comme en général, on n'attend pas qu'on vienne vous donner la possibilité de parler et que nous savons prendre ces possibilités-là, je vous le dis, en 2022, à Ouagadougou, avec l'Association internationale des maires francophones que j'ai l'honneur de présider, nous organiserons la COP des villes. Et peut-être que celle-là sera plus efficace et nous permettra d'envisager l'avenir avec optimisme, parce que l'optimisme, il faut le garder, la lucidité aussi, mais l'optimisme pour avancer. Merci.